Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouvel Alfa Romeo Stelvio et on va parler également un petit peu de la nouvelle Alfa Romeo Giulia. Deux modèles qui existent déjà mais qui ont été restylés légèrement, on va le voir surtout par rapport à ces feux comme vous avez pu le voir dans l'intro à l'avant, une petite chose qui change à l'avant, à l'intérieur. Quelques petites nouvelles choses également. Et on va voir sur tout type de route ce que ça donne. Je vais vous parler comme d'habitude de toutes les motorisations différentes. Il y a des petits changements comparés aux anciennes. Il y a des motorisations qui disparaissent. Aujourd'hui, j'essaye cette version Q4 en 280 chevaux essence. On va voir ce que ça donne sur tout type de route. On va également parler de conso. Beaucoup de choses que je vais vous dire aujourd'hui vont être communes entre le Stelvio et le Giulia. Premièrement, au niveau des motorisations, on a la même motorisation sur les deux voitures. Alors, beaucoup de choses que je vais vous dire vont être communes entre le Stelvio et la Giulia. Par exemple, au niveau de la motorisation, il ne reste que 3 moteurs. Il restera une version essence, donc celle-ci, et 2 versions diesel. Le moteur diesel, c'est les versions 2 litres 2. Il y aura un 160 chevaux en propulsion qui sera équipé avec une boîte 8 vitesses, la boîte EAT8. Une version 2 litres 2 diesel Q4, donc ça veut dire 4 roues motrices, qui fera elle 210 chevaux, également équipée de la boîte 8 vitesses. Et ensuite la version essence, celle-ci, 280 chevaux, également en Q4, donc 4 roues motrices, également boîte 8 vitesses. Au niveau du prix, on commence sur le Stelvio à partir de 52 950 € et pour la Giulia à partir de 47 900 €. Il va y avoir quelques malus puisque ces voitures ne sont pas équipées de micro-hybridation ou d'hybridation ou même hybride rechargeable comme le Tonale l'était. On a essayé l'Alfa Romeo Tonale il n'y a pas longtemps en version hybride rechargeable, ce qui était vraiment très sympa également. Au niveau des malus, sur les premières versions diesel, les plus petits moteurs, on sera entre 100 et 2000 €, entre 100 et 500 € sur la Giulia, 2000 € environ sur le Stelvio. Pour la version 210 chevaux, un petit peu plus, environ 1000 € pour la Giulia et entre 2000 et 3000 € sur le Stelvio. Par contre, sur cette version 280 chevaux qui se vendra sûrement un petit peu moins en France puisque le malus est un petit peu plus important. Sur la Giulia, ce sera 7000 € environ et 16 000 € sur ce beau joujou malheureusement. Bon, par contre, on verra que le moteur est assez sympa. On verra lorsqu'on utilise les modes, il y a le mode A, N et D, comme on connaît chez Alfa Romeo, et le mode D, le mode dynamique. On fait une voiture très sympathique. Bon, malheureusement, on sort de l'hiver, c'est des voitures encore en plaque italienne. Ils nous ont laissé des pneus neige dessus, donc ça altérera un petit peu le comportement. Ce qu'il faut savoir, c'est que des pneus neige, c'est vraiment fait pour la période froid ou sur la neige, c'est vraiment exceptionnel, surtout en 4 roues motrices comme ça. Ça permet de rouler sur la neige, mais comme si en fait il pleuvait. Par contre, lorsqu'on l'utilise par des belles températures, alors là, ça c'est un petit peu couvert, mais il faisait beau, ça dégrade effectivement un petit peu le comportement, mais on verra que c'est quand même assez rigolo. Au niveau des dimensions, 4,69 m de long, 1,90 m de large sur 1,63 m de haut. Au niveau du poids, on est sur un petit peu plus de 1750 kg. Ça reste plutôt léger pour un gros SUV. Au niveau du 0 à 100 pour cette version 280 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes 7 et une vitesse maximum à 235 km/h. Au niveau du réservoir d'essence qu'on a derrière, 64 litres qui permet de rouler un petit peu plus. Également, les versions hybrides rechargeables, souvent ça réduit les réservoirs. Là, on a 64 litres, ce qui est plutôt bien. On verra par contre les consommations plutôt élevées de cette version. Effectivement, le diesel restera toujours avantageux pour une voiture quand on va faire de la route, surtout sur SUV, parce que c'est plus coupleux. Et de toute façon, en France, je pense que si vous voulez choisir ce genre de véhicule, vous allez sûrement prendre un diesel. Également pour le côté fiscal. Petite chose à savoir, c'est que les versions 4 roues motrices, pour gagner du poids, arbre de transmission en carbone. Ça, c'est assez bluffant. Souvent, on voyait ça sur des voitures, mais des hypercars. Et là, pour gagner un petit peu de poids, ils l'ont fait ça. Pareil, au niveau de la suspension aluminium et autres, ils ont essayé de gagner le maximum de poids possible. Pareil, sur la Giulia, on verra une voiture qui a un ressenti assez léger. Elle sera disponible en 4 finitions, soit la Super, soit la TI. Et après, il y a un petit upgrade dans ces 2 finitions possibles. Soit la Super devient une Sprint, soit la TI devient une Veloce. Et aujourd'hui, j'ai une version un petit peu spéciale, version de lancement, c'est les versions Competition. Les versions Competition, c'est les mieux équipées avec le plus de petits inserts, les
petites options qui vont bien, les jantes qui vont bien. Au niveau des jantes, on peut aller du 18 au 21 pouces et là, on a vraiment la finition maximale qui est un petit peu plus chère que les autres. Bon, au niveau des nouveautés, puisqu'il faut en parler également, c'est ça qui nous intéresse sur cette voiture. Les phares à l'avant, nouveauté maintenant, on a les triples optiques de chaque côté qui nous rappellent un petit peu la Tonale qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui nous rappelle également les anciennes Alfa qui avaient les 3 feux. C'est vrai que ça modernise énormément cette voiture. J'ai l'impression que l'ancienne a vraiment pris tout de suite un coup de vieux juste en changeant ces phares ici à l'avant. À l'arrière, on verra également changement sur les feux arrière, une vitre un petit peu plus teintée, sinon on garde le même bloc optique. On aura également une nouvelle calandre ici qui se dessine un petit peu plus, des contours noirs et un style un poil différent, mais pas grand chose de nouveau. C'est surtout sur les phares ici qu'on va le voir. À l'intérieur, on aura un nouveau compteur 100% digital accessible dès la première version en super. Et également, toujours comme ça a été lancé il n'y a pas longtemps chez Alfa Romeo, la version NFT du carnet d'entretien. Alors ça, c'est ce qu'on connaît sur des choses qu'on peut acheter en ligne, les NFT. Et là, ça permettra en fait d'avoir un carnet d'entretien, assurer le kilométrage, la maintenance, les propriétaires de cette voiture grâce à ça. Ou alors sur l'avant, alors surtout là avec le fil polarisant, j'aime bien la différence de teinte. On a le toit noir, mais pas un vrai biton, puisque ici c'est quand même marqué en bleu. Un pare-brise plutôt incliné pour un SUV. Un grand capot avec 2 petites lignes juste ici, très simple. Sous le capot, donc soit le 2 litres turbo essence, soit les 2 litres de turbo diesel. Et ces phares ici, donc on peut voir feu matriciel également, hein, puisque sur toutes les versions maintenant, on a du matriciel avec du full LED. Bien sûr, le full LED, ça a révolutionné pas mal de choses. Les clignotants, lorsque je vous le mets, donc par exemple, hop, de ce côté-là, ce sera donc cette partie, on peut le voir en plus avec le défilement, je trouve ça vraiment très cool. Le répétiteur sur le côté. Ensuite, on se rapproche vers le centre, logo Alfa Romeo toujours ici avec le petit bombage sur le dessus et cette calandre triangulaire. Et pareil, donc ces parties qui sont un petit peu élargies, qui rendent la voiture un peu plus virile et une lame très jolie. Alors ça, j'aime beaucoup. On pourrait peut-être limite rajouter une petite lame en carbone qui ramènerait encore un petit peu de contraste ici. On a une garde-sol assez haute qui permet de passer quasiment partout. Ça reste un SUV, donc normalement on peut passer sur les chemins assez facilement. On a également sur cette version une suspension pilotée que l'on peut durcir en mode dynamique ou en dynamique l'assouplir, sinon elle est de base typée confort. On retrouvera en bas à droite ici les capteurs d'aide à la conduite, alors pas au centre puisque chez Alfa ils ont mis cette partie ici et pour pas remplir la grille qui vient aérer directement le radiateur. Sur le côté en bas à droite, conduite de niveau 2 grâce aux caméras là-haut plus le capteur ici. On verra ce que ça donne sur la route. Et le petit truc que j'ai toujours aimé, c'est la plaque sur la gauche. Ça change de la plaque centrale. Effectivement, c'est plutôt bien intégré là. Sur le côté, donc 4,69 m de long. Beau bébé, SUV familial, hein, on rentrera à 5 sans problème. Le petit logo Competizione ici, pareil, si on a un vélo de chez, c'est écrit ici avec de la couleur noire par exemple sur cette version. On a bien sûr différentes teintes chez Alfa, j'adore ce bleu, le rouge est magnifique, le vert également. Le gris fait vraiment un petit peu terne, surtout lorsqu'il fait une métaux grise. Alors ça fait beaucoup plus discret, mais je trouve que celui-ci s'exprime vraiment, soit avec le bleu, le vert ou le rouge. Entourage de fenêtres noires, donc une sorte de black pack tout le long. Alors c'est en métallisé, poignée type frigo avant-arrière avec le petit bouton si on a le keyless pour verrouiller le véhicule. Au niveau des jantes, comme je vous disais, on a du 21 pouces. Aujourd'hui, ça va du 18 pouces au 21, les plus grandes sur des pneus hiver, comme je vous disais. On a les étriers pas en rouge, ça c'est également une option. Double triangulation à l'avant pour avoir un très bon châssis. Frein à disque avant, arrière, frein avec du 4 pistons à l'avant avec ces étriers budget Alfa Romeo, pareil en rouge à l'arrière. Ça donne un côté un petit peu plus sportif. Les arches de roue entièrement peintes, donc ça donne le côté également plus premium plutôt que ce soit du plastique. Donc peinte en noir aujourd'hui avec le bas de caisse qui fait tout le tour comme ça et ensuite qui revient s'intégrer dans la petite lame juste ici. Répétiteur clignotant à cet endroit-là, comme je vous disais. Pas de caméra 360, juste une caméra de recul. On verra à l'arrière, bon, là un petit effort à faire là-dessus, Alfa. Au niveau de la largeur des pneus, c'est du 255 aux 4 coins. Sur l'arrière, trappe à essence ici à gauche, donc 64 litres
Comme je vous disais, c'est la même chose pour la version diesel ou essence. Le Q4 de ce côté-là, pour nous rappeler cette version 4 roues motrices, le Stelvio ici, nouveau feu arrière, donc avec un léger surteintage et moins de rouge à l'intérieur, avec une partie noire qui est plus intégrée ici. On a des feux arrière 100% LED, pas d'ampoule, ça c'est une bonne chose. L'essuie-glace ici parce qu'on a une vitre très inclinée, donc bien pratique. Un béquet qui s'allonge, couleur carrosserie, puisque tout le reste est bleu ou non. Tout le reste est noir, le toit est noir également, puisqu'on a un toit vitré et panoramique et ouvrant. Sur l'arrière également, tout est peint, pas de plastique brut sur cette voiture, toute la carrosserie est peinte, c'est vraiment beaucoup plus joli. La caméra de recul ici, donc la plaque juste en dessous. Les radars de parking bien intégrés, assez discrets dans la carrosserie, réflecteurs plus une sorte de petit diffuseur avec quelques ailettes pour que ça rende plus joli. Sur le côté, on retrouve deux échappements qui donnent un look vraiment très sportif. Il ne faut pas oublier qu'il existera la version Quadrifoglio qui sera bien plus énervée, qui faisait plus de 500 chevaux avant. J'ai hâte d'essayer la prochaine version. Et pareil, tout est peint, belle finition, c'est joli et ce bleu un petit peu pailleté, très sympathique. Le coffre, on a un haillon motorisé, logo Alfa en plein milieu, ne l'oublions pas. À l'intérieur, on retrouve un volume de coffre de 525 litres. Je peux rabattre ça ici et 525 litres. Comme vous pouvez voir, là j'ai mon gros sac de rando. Je rentre sans trop de soucis. Bonne chose, on a une prise 230 volts ici à l'intérieur, donc on peut brancher un vrai chargeur de téléphone ou un ordinateur jusqu'à 150 watts. Ordinateur portable, ça passe sans problème, c'est souvent entre 60 et 90 watts. De ce côté-là, comme on a un sono Harman Kardon, on a un gros subwoofer. De quoi rabaisser la banquette ici qui est elle en 40-20-40, bonne chose. Pas de trappe à ski mais on peut baisser la place du milieu. Et également un petit bac de rangement de ce côté-là. Moi ça me suffit personnellement 525 litres. Est-ce que vous ça vous suffit? À partir de quel volume de coffre vous êtes content? C'est la question que je me pose parce que je sais que beaucoup de gens disent « Ah c'est pas beaucoup le coffre, qu'est-ce que vous auriez besoin ?» Comme ça on le dit directement aux marques. Et on retrouve également sous le plancher ici un petit endroit avec le kit anti-crevaison, mon compresseur, mon gilet, mon anneau de remorquage et encore un petit peu d'espace là-bas, par exemple pour les produits d'entretien de la voiture. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Alors, allons voir les places à l'arrière. Belle ouverture de porte. Ici, ça ne descend pas trop, ça me permet normalement une accessibilité plutôt facile. Ah, l'arche de roue remonte vraiment pas mal ici, donc ça me force un petit peu de m'avancer, mais par contre une fois que je rentre, eh bien là ça va être sympa. Portière en cuir sur le dessus, un peu de plastique dur, ensuite on a une sorte de cuir, la petite poignée avec le lève-vitre, des enceintes sur le bas, les porte-gobelets ici, on pourra mettre seulement des petites bouteilles, et par contre lorsque je m'assois ici à l'intérieur, j'ai une banquette assez ferme, mais je suis bien assis. La banquette est positionnée assez haute, ce qui me permet d'avoir les jambes quasiment à plat ici au niveau des cuisses. J'ai de la place sous le siège, pourtant moi je conduis très bas. Les sièges sont relevés, les rails sont remontés un petit peu rehaussés, ce qui me permet d'avoir de la place pour les pieds. Au niveau de la tête, je suis bien. On a un toit donc panoramique ici et ouvrant sur la partie avant. Pas forcément très grand ici, donc petite ouverture puisqu'il faut quand même cette partie renfort et cette partie joint avec l'étanchéité ici. C'est pas mal, tout le monde a sa petite poignée. La finition est correcte. Siège en cuir ici sur l'avant, partie plastique avec des filets à cet endroit-là. Deux aérations. Je ne peux pas régler ma climatisation ici, mais je peux juste régler la puissance de ventilation et diriger grâce à ces petites buses. Et un port USB type A, un port USB type C et plus bas, de quoi mettre 2-3 pièces. Ici, j'ai la couloir centrale. Ouais, je suis bien installé. Franchement, là, je peux faire la route à 4 personnes. Vous êtes vraiment pas mal. Comme je vous disais, on peut baisser cette partie. Je tire la petite languette et ça me permet de voir ce qu'il y a dans le coffre ou ça fait trappe à ski, mais on peut mettre beaucoup de ski. Sellerie plutôt jolie, surpiqûrant rouge avec un petit peu de gris, un peu perforé. Franchement, on est pas mal. Deux LED qui sont positionnés sur l'arrière, dirigés vers l'avant. Fixation top taser isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et ici, on ne les a pas sur la partie avant. Donc, deux sièges enfants à l'arrière. Il y a un gros tunnel central, là ce qui est normal puisqu'on a une version 4 roues motrices. Et on va tester la place du milieu. Donc, je bouge ma ceinture.
qui est monté sur une boucle. Alors moi, une fois que je suis là, ça va, les boucles ne me gênent pas. Alors, mes pieds ne passent pas ici, il faudra juste que je monte les petits doigts de pied et la pointe de pied sur les rails. Au niveau de la tête, alors par contre ici au niveau de la tête, je viens toucher à l'arrière sur cette partie lorsque je suis droit, donc je fais 1m80. Au niveau des genoux, par contre, j'ai de l'espace et si je me mets un petit peu avancé, franchement, ça ira. Je pourrais pas monter mes jambes ici parce que sinon, vous voyez, je suis déjà beaucoup trop haut. Les ceintures sur les côtés, la troisième ceinture qui se situe directement sur la banquette, ça c'est une bonne chose. Et si je rabats la banquette, il faut le faire du coffre. Ok. Bon, c'est pas mal à l'arrière. Après, comme c'est une version 280 chevaux, j'aurais bien aimé peut-être un petit peu de maintien sur le côté, au niveau des sièges. Mais on a quand même des parties qui remontent assez ici jusqu'au niveau de la porte. Et franchement, ça donne envie de faire de la route. Alors, voici à quoi ressemble la clé. Plutôt jolie. Elle est agréable en main, j'aime bien le toucher. C'est pareil, c'est un toucher assez doux. Je clique 2 fois ici, j'ouvre le coffre. Ouverture, déverrouillage du véhicule juste ici. Avec le petit porte-clés qui va bien. Donc, je peux ouvrir en keyless en tirant directement de cette façon. Et quand je viens m'installer ici à l'intérieur, là, je ferme la porte. Normalement, je devrais avoir une belle animation si elle a envie. On dirait qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas été fermée assez longtemps. Bon, j'ai une animation ici, comme on peut le voir, la voiture sur l'arrière avec les feux. Et quand je quitte, belle animation également. Allez, je vous la redémarre. Je me recule au maximum pour vous faire découvrir tout cet intérieur petit à petit. On peut voir qu'il y a des écrans et je vous parle de la portière sur la gauche. Donc, partie cuir sur le haut, sur piqûre, partie ici assez jolie. Mémorisation de position pour 3 personnes. Verrouillage, déverrouillage du véhicule juste ici. C'est rouge lorsque c'est fermé. La poignée pour ouvrir le véhicule. Sono Harman Kardon aujourd'hui avec 900 watts. Vraiment pas mal. Haut-parleur ici, haut-parleur plus bas, haut-parleur au coin des montants ici. Partie cuir de ce côté-là. Le réglage des rétroviseurs, ouverture du coffre ici. On a les lève-vitres ici et le verrouillage pour les enfants à l'arrière. Une poignée où on peut mettre quelques petites choses ici et de quoi mettre un petit peu de rangement. Alors je suis pas sûr qu'une grande bouteille ici, 1,5 litre tienne. Non, ça m'étonnerait. Au niveau du pédalier en aluminium sur cette version, en très grand repose-pied bien agréable et de quoi ouvrir le capot juste ici. Au niveau des tapis, un tapis très simple. Je vous ai pas montré les sièges parce que je suis rentré trop vite dans cette voiture. Siège en cuir, entièrement en cuir, avec cette version Competizione sur l'appui-tête. Et regardez, surtout, on a l'impression d'avoir un appui-tête à mémoire de forme. Ça, c'est très agréable. Peu de marques font des appuis-têtes souples. Bravo Alpha pour ça. Ça, c'est un vrai plus pour moi. Là-haut, la partie avec le toit vitré, donc ouvrant ici et quasiment panoramique sur le haut. On peut voir qu'ils sont très sportifs. Regardez à quel point ils maintiennent. Ça, c'est ma main. J'ai des grandes mains. Je fais du XL en main. Et ça remonte énormément. On a plus de 15 cm ici, quasiment 20 cm presque sur l'épaulement. Au niveau de l'assise, pareil, ça remonte assez bien. Donc, vous serez hyper bien maintenu. Pareil, on peut avancer cette partie derrière les genoux. Très bonne chose. Et ensuite, c'est ici en électrique. On peut également régler les bourrelets et dans les lombaires. Au niveau de la console centrale, on le verra juste un petit peu après. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. De ce côté-là, toujours le petit rangement ici avec une sorte de suédine. Les feux avec le réglage. Donc on a un mode auto, donc autant le laisser en mode automatique quasiment tout le temps, ce sera bien mieux. On peut régler ici l'intensité de la luminosité, désactiver le start and stop et le bruit pour les bip-bip de parking, les radars de parking ici. Ensuite, donc, double porte-gobelet ici, on va faire cette partie ici. Prise USB type A à cet endroit-là. Un logement spécial pour la clé, ça c'est une bonne chose également, comme ça vous pouvez la mettre ici. Parking, drive, je tire vers moi, reculer vers l'avant, alors je vais la démarrer. Lorsque je la démarre, alors là j'ai mes compteurs qui s'affichent, je vais vous montrer tout de suite. Reculer, caméra de recul,
Donc, caméra de recul, franchement, elle date des années 2000. La qualité, je pense qu'on a la même chose sur une Clio 3. Un petit effort là-dessus, Alpha s'il vous plaît. La touche parking ici. Si je suis en drive et je bascule sur le côté, on peut voir ici que je suis passé en manuel. Moins vers l'avant, plus vers l'arrière. Impeccable, le bon positionnement. Comme une vraie voiture de sport. Le frein de parking ici, la clé, le DNA. Donc A, c'est le mode auto ici, le N et le mode dynamique. Donc on a des changements un petit peu au niveau du compteur ici. Donc, on peut le voir, ça change un petit peu et surtout au centre. Lorsque je passe en mode D, j'ai une force centrifuge qui s'affiche ici en principal. Également, lorsque je passe en mode D, vous pouvez voir que la suspension s'est activée en blanc ici, qui se désactive. La suspension se raffermit et en D, je peux appuyer dessus pour la mettre en soft. Donc on le voit, activation, suspension soft. Et quand je rappuie, elle se remet en dur. Par contre, en neutre, donc ou en normal, je ne pourrais pas activer la suspension dure. Seulement en dynamique, je peux la rassouplir. Ensuite ici, on a ce sélecteur ici qui va permettre de zoomer, dézoomer dans le GPS, faire ce qu'on veut. Aller à la touche Home. Donc on a toujours ce pad, changer de radio, aller sur le côté, voir, là j'écoutais Nostalgie tout à l'heure. Les réglages, ici un raccourci réglage pour la voiture. Ici, chargeur par induction. Donc lorsque je pose mon téléphone, mon chargeur par induction, j'ai 2 ports USB ici également. USB type C et USB type A avec une prise 12 volts et je peux mettre mon téléphone ou d'autres choses juste ici. La coudoir ne bouge pas, il est fixe, il restera là. Le siège, donc comme je vous ai montré tout à l'heure ici, le tableau de bord des enceintes, des aérations rondes sur le côté de chaque côté que je peux régler très facilement. Une casquette ici avec le double bosselage qui vient au-dessus des compteurs et une partie toute cuir avec des surpiqûres tout le long. Mon compteur, je peux, lorsque j'appuie ici, changer de vue. Donc, soit de cette façon, soit de cette façon, très simple, soit avec les compteurs traditionnels ou sinon des compteurs un petit peu différents. On voit que les tours minutes s'affichent quand j'accélère. Si je veux aller jusqu'en haut, ça s'affichera comme ça. Bon, vous avez pu entendre le bruit moteur. Bon, c'est un 2 litres turbo de base. Rien de très excitant. Volant quasiment rond, le petit méplat sur le bas, la touche pour démarrer le moteur ici. Sur la gauche, on va avoir nos aides à la conduite. Je vais activer mon régulateur en appuyant une fois ici, ça me le met là-haut. Ensuite, 7 pour régler la vitesse, plus vite, moins vite. La distance avec le véhicule qui me précède et le volant, donc ça veut dire pour pouvoir activer la conduite de niveau 2. On verra sur la route ce que ça donne. De ce côté-là, la commande vocale et le téléphone. Ici, on va pouvoir personnaliser les menus. J'appuie une fois, je vais pouvoir faire défiler ce qu'il y a ici. Compteur de vitesse, les messages s'il y en a avec des alertes, les aides à la conduite, les consommations en instantané et la moyenne. Là, on peut voir par exemple moyenne de 10 litres et la vitesse ici. Ensuite, si je rappuie une deuxième fois, je vais avoir les trips à cet endroit-là. Donc là, par exemple, on peut voir 10 litres de moyenne sur les 107 derniers kilomètres que j'ai fait depuis tout à l'heure. Nostalgie que j'écoutais, soit le contour sans aucune information, la pression des pneus, ce qui est pas mal, et les trips A et B. Et je peux remettre à 0 en appuyant et le volume de la radio, juste ici. Ou sinon, je peux le faire également ici. La sono Harman Kardon est plutôt pas mal si vous écoutez la radio DAB ou ce qu'il y a sur votre téléphone en Bluetooth. L'écran, deuxième écran ici, donc cet écran 12,3 pouces, vraiment joli. Et cet écran ici qui est tactile. On peut voir les widgets, on peut voir la climatisation, les sièges. Je peux avoir les sièges chauffants. J'ai prestations, ça c'est le moteur, la pression d'huile, le boost, le torque, c'est le couple, le boost sur la voiture, à combien je monte en pression. Les informations du véhicule, les services, les réglages. Donc on a tout ça par ici. Le GPS avec des widgets. On est telle date. Je peux changer d'écran de cette façon. Je peux avoir ça. Je peux revenir à la touche Home. Les températures qui sont toujours indiquées ici en bas pour chaque côté. Ça c'est mon côté, ça c'est le passager. La climatisation, on a le bloc juste en bas. Donc ça reste un vrai bloc physique. Bonne chose. Je règle ma vitesse juste ici et on le voit là-haut qui s'affiche.
Moi, je vais laisser sur 1, j'aime bien que ce soit tout discret. Je peux le mettre en auto, je peux le mettre en manuel, dégivrage, volant chauffant, siège chauffant sur 3 positions et des embuages. Et où est-ce que je vais me faire ventiler pour moi ou le passager? La prise 12 volts et le port USB comme je l'ai montré tout à l'heure. La boîte à gants ici, hop. Donc assez petite. Une feuille A4 ça rentre pas, il faut la plier. Donc en gros on peut mettre du A5 ici. Et je pense que je vous ai montré à peu près tout sur l'intérieur de cette voiture. Il ne reste plus qu'à l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. Ah non, je ne vous ai pas montré le haut encore. J'oublie tout le temps cette partie. Le haut, rétroviseur, très simple avec les gros bords, électrochrome tout de même. Ici, mon miroir avec une petite ampoule. Le micro pour lorsque je suis au téléphone. Cette partie qui va gérer les lumières à l'intérieur, à l'arrière, à l'avant si je souhaite, donc qui vient s'éclairer juste ici. Alors comme il fait jour, on le voit pas trop. Est-ce qu'on veut à l'ouverture de porte, l'alarme anti-soulèvement, le SOS et ici ouvrir le volet. Je peux même ouvrir la partie arrière. Ah non, c'est juste pour soulever un petit peu l'arrière. Et ensuite ouvrir ou fermer si je le souhaite. Bon, là c'est bon, normalement vous avez tout vu. Allez, on part l'essayer. Allez, c'est parti dans ce nouvel Alfa Romeo Stelvio Competizione. 280 chevaux pour la version que j'ai choisie aujourd'hui. Il y avait des versions diesel, mais le diesel, en France, hein, comme on essaye d'éradiquer un petit peu le diesel partout, je me suis dit, il valait mieux prendre cette version ici en essence. Et puis, mécanique sportive, c'est toujours un petit peu plus sympa de voir cette version avec un petit peu plus de chevaux. Donc, drive, c'est parti. J'enlève mon frein à main et let's go. Donc là je suis parti pour 2h30 à peu près de trajet. On va voir ce que ça donne. Donc boîte automatique, maintenant quasiment toutes les voitures, boîte automatique partout. C'est vrai que ça reste un plus. On a un petit moteur 2 litres turbo. Alors le 2 litres turbo maintenant ça paraît presque gros hein, avec le downsizing. Toutes les marques essayent de faire des 1 litre 2, 1 litre 4, 1 litre 6. Avoir un 2 litres maintenant c'est limite un plaisir. Clignotant très caractéristique chez Alfa Romeo à chaque fois. C'est alors c'est limite mécanique, mais mécanique électronique en fait. Dans les sièges hyper bien maintenus. Alors moi je vais vraiment pas bouger là-dedans, même si on l'utilise en conditions dynamiques. Après comme j'ai dit, on reste quand même en pneus neige puisque c'est l'Italie qui a envoyé ces voitures et l'Italie, il y avait encore la réglementation il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas changé les pneus. Effectivement, si vous mettez des pneus adaptés, ce sera bien plus sympa. En tout cas, voiture à confort là, sur le passage de rapport. Je suis en drive, ça me dit pas sur quel rapport je suis, mais ça roule bien, on entend quand même le moteur. Alfa Romeo fait toujours un petit peu attention à faire en sorte de pas trop insonoriser le moteur pour qu'on garde quand même cet agrément et ce côté un petit peu plus, on aime la mécanique et on aime les moteurs. Bien sûr, le start and stop, hein, comme sur toutes les voitures de nos jours. Ça redémarre. Bon, c'est même pas une micro-hybridation, ça c'est un petit peu dommage, c'est juste un gros start and stop. J'aurais bien aimé une hybridation 48 volts qui relance le moteur tout de suite. Ça aurait été plus sympa. Oh, une SL 320, une ancienne, très jolie ça. J'adore regarder les voitures un petit peu, ce qu'il y a autour de moi. Et il y avait quand même d'assez gros défauts sur la route. Ça filtre plutôt bien. On sent que la caisse est un peu rigide. Ouais, la suspension aussi, quoique. Ça filtre bien les petits défauts, mais quand c'est assez gros, ça bouge pas mal. Après, on a quand même l'avantage d'être dans un SUV. On a un petit peu plus gros débattement qu'une berline. Donc des fois ça tape un petit peu moins, mais c'est taré aussi différemment. Le volant est agréable, je l'ai bien en main. Hop. Par contre, là, ce que je note également, c'est quand je l'ai en main, en mettant mes mains donc à 9h15, en mettant les pouces ici, selon comment je vais le tenir, selon moi mon habitude, c'est quand je pose un petit peu ma paume, j'ai la partie plastique ici qui vient me tenir, qui vient me toucher la paume. J'aurais peut-être aimé que ça soit décalé un petit peu plus. Bon, après on verra, on a quand même les aides à la conduite de niveau 2, donc au final on aura juste à poser sa main et
et sur les longs trajets ça roulera tout seul. En tout cas c'est agréable, on sent que le moteur ne peine pas, ça transporte la voiture assez facilement. Là je suis à 50, c'est 80 ici, même si j'ai besoin de relancer. J'entends tout de suite le turbo aussi qui gave directement le moteur. Et à 80, moi vous me connaissez, j'aime bien me mettre toutes mes aides à la conduite. 80 ici, je me mets le volant également. Alors le volant, dès qu'il va détecter les lignes, et on va pouvoir se mettre en conduite de niveau 2. Conduite de niveau 2, c'est-à-dire qu'on peut lâcher les mains. Donc là il a un petit peu de mal parce qu'en fait la ligne est pile poil dans l'ombre du rail, donc je pense qu'il a un petit peu de mal à la détecter. Régulateur adaptatif, ça veut dire que ça s'adapte avec la voiture qui est devant. Par contre elle ne s'arrête pas toute seule au rond-point, il n'y a pas de régulateur prédictif encore. Et quand je freine, ça relâche. Donc c'est Traffic Jam Assist, ça veut dire qu'en plus il va jusqu'à l'arrêt, donc il y a le stop and go. Allez, un rond-point ici, vous me connaissez, test rond-point. On n'oublie pas qu'on est en pneu neige, donc forcément on va pas du tout avoir la même accroche. Alors première chose que je sens, c'est déjà dès la moindre sollicitation en latéral, je suis hyper bien calé juste ici dans le siège. La voiture me tient mais parfaitement. Allez, on met un peu de rythme. Et même avec les pneus neige, ça tient plutôt bien. J'ai l'impression que l'arrière en roule un peu. Ouais, ça tient bien, ça s'ouvre pas trop. En fait, ça glisse un peu des 4 roues. Et si j'appuie sur les freins, ça m'emmène l'arrière. Donc je pense que tout déconnecté, ça peut limite être fun. Après, on a 280 chevaux. Ça peut être pas mal. Allez, on reprend là, on va là. Hop, sur changement d'angle. La voiture reste bien à plat, c'est assez bluffant. Elle s'appuie un peu, mais on sent que ça reste ferme. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'en dynamique avec les bons pneus, ça peut être très sympa. Vraiment dommage là, ces pneus neige. Parce que je pense que sur des petites routes, pas mal. J'aime bien le comportement dynamique. Et pour la ville, pour rouler de façon tranquille. Le passage de rapport, on le sent pas du tout comme je vous disais. C'est très fluide, c'est très lissé. On verra ensuite, quand on va changer de mode, ce que ça donne. Allez, ici, petite route à 80, donc je me remets mon régulateur. Le volant, conduite de niveau 2, qui veut bien me détecter les lignes. Ah, il a un petit peu de mal, les lignes ne sont pas hyper bien tracées. Il ne reconnaît pas le bord de route. Ah, c'est un petit peu dommage. Il s'y met pas facilement. Il y a certaines marques qui auraient déjà détecté, puisqu'il y a quand même la ligne centrale, certaines marques arrivent à détecter la ligne centrale. Là, celui-ci a un petit peu de mal. Auvilliers, il y a un stop là-bas. On est dans la belle région de Champagne. C'est très joli. Petit village comme ça. On s'arrête au stop, le start and stop. Après, ce qui est bien avec les micro-hybridations ou les mille hybrides, c'est souvent ça s'arrête un petit peu avant l'arrêt, alors que celui-ci attend vraiment l'arrêt total avant de se couper. Par contre, pour relancer après, ça y va très bien. Là, c'est pareil, je suis en pente. On sent que le moteur n'éprouve pas de difficulté. Après, j'ai mes grandes palettes derrière, si besoin, pour retomber des rapports. Et on sent qu'il y a de la puissance. Si nécessaire, ça va relancer franchement correctement. J'ai hâte de voir sur des petites routes, on va pouvoir se faire un petit 0 à 100 et voir un petit peu plus dynamique. Puisque c'est une voiture qui a un look assez joli, surtout dans cette version. Et ce que j'aime bien, c'est quand le look va avec la tenue de route. Petit pavé, alors c'est plutôt confortable. En fait, à part sur les gros défauts où ça bouge un petit peu, c'est plutôt confort. Et après, ce qui participe aussi au fait qu'on sente un petit peu que c'est une voiture à caractère un peu sportif, c'est ces sièges qui sont assez fermes et qui maintiennent énormément.
La direction est très bien assistée. Elle est pas trop légère, mais elle est pas dure non plus. Donc on a vraiment un bon feeling. Il y a des fois des directions qui sont trop assistées, où on sent pas du tout ce qui se passe. Là, je trouve que c'est pas trop mal. Il y a un petit point milieu qui est quand même assez réactif comparé à certains modèles. Non, ils savent faire de bonnes voitures avec du plaisir de conduite chez Alfa. Ils le gardent quand même ici. Je me dis, si besoin, ça relance suffisamment. C'est pas mal, hein. Alors, le bruit du moteur n'est pas forcément sensationnel. Mais si besoin, ça relance. Allez, un petit côté où ça va être dynamique. On pousse bien les rapports. Au freinage, on sent que c'est très progressif. Attention avec les pneus quand même. Donc là, on a une petite route ici très sinueuse. Le châssis est plutôt bon. Pour un SUV, c'est pas mal. On voit quand même que c'est quelque chose d'assez dynamique. Il s'écrase pas trop, mais il garde en même temps du confort, même à gros rythme. Sur les freins, ouais, voilà, c'est vraiment pas puissant. Après, bon, c'est pareil, les pneus jouent aussi sur le freinage énormément. Mais ouais, c'est sympa en fait. Il garde une bonne assiette. Il s'affaisse pas dans les virages. Et pareil, même si je fais ça, un petit peu, mais c'est franchement sympa. Les pneus jouent énormément. Malheureusement, pneus neige, les essais en ce moment c'est compliqué, comme ça l'a fait avec la GSE, le Grand Land et l'Astra. Mais bon, on garde quand même quelque chose d'assez bon. On a des relances plutôt bonnes, 280 chevaux. Alors c'est vrai que maintenant on se fait vraiment à des moteurs très puissants. Je suis hyper bien maintenu dans les sièges, par contre ça n'a absolument rien à dire. Vraiment dommage qu'on n'ait pas les bons pneus, quoi. Après ça relance franchement bien. Allez, il n'y a personne derrière ici. On va avoir une belle ligne droite. Alors j'essaye de me mettre un endroit à peu près plat. Et on va se tester le 0 à 100 comme d'habitude. Allez, on a arrêté. Start and stop. Allez, je redémarre le moteur. 1, 2, 3. Allez, full gaz. Ça part tout doucement. Et ensuite, ça pousse 70, 80, 90 et 100. Alors, le départ, comme vous l'avez vu, n'est pas du tout brutal. On sent vraiment que la boîte est réglée pour que vous partiez dans le confort. Si par exemple, là, je laisse les rapports se repasser, je rappuie à fond, ça met un petit peu de temps. Ensuite, ça y va. Mais pareil, c'est pas brutal. Ça va vous emmener de façon dynamique, mais pas brutale. Après, on peut jouer avec les palettes si on souhaite. Tomber les rapports. Alors, au rétrogradage, c'est vraiment pas rapide. On va voir au passage de rapport. Bon, c'est vraiment pas typé sportif. Donc là, j'étais en mode normal. Si je passe en dynamique, ça va me durcir la suspension. Ça va normalement. Ah oui. Ah oui. Là, on a une toute autre voiture. Ok. On va aller se refaire les petits virages. Donc, en mode normal, c'était vraiment normal, on va dire. Là, la voiture, la direction a changé. J'ai un ressenti totalement différent. On va se retester les accélérations et le 0 à 100. On va voir si déjà c'est un petit peu plus brutal. Passage de rapport, c'est plus rapide. On se prend petit à coup, il se passe quelque chose. Là, ça devient sympa. Allez, si je tombe les rapports, là, il se passe quelque chose. Le moteur n'a plus du tout le même bruit, plus la même sonorité, ça souffle totalement différemment. Et là, ça devient très agréable. On croise un collègue en Giulia. Ouais. En mode dynamique, cette voiture est totalement transformée. Et j'avoue que là, j'aime beaucoup. On peut tomber les rapports. La suspension est beaucoup plus ferme. Et là, on va se refaire donc cette descente qu'on a fait tout à l'heure en montée. Ah ouais, rien à voir. Le comportement dynamique
voiture est transformée en mode dynamique. Alors là on est en descente, ça marche encore mieux, mais franchement c'est pas mal, hein. Ça tourne beaucoup. Ouais, c'est très sympa. Je m'attendais pas à ça. En fait, depuis tout à l'heure, donc il y avait le mode normal et le fait de passer en dynamique, ça m'a changé la voiture du tout au tout. Bluffant. Allez, la petite montée en mode dynamique. Je laisse la boîte en auto. Ah, ça n'a rien à voir. On a vraiment une voiture différente. Et bah, ça se conduit bien, hein. Avec le Q4, c'est franchement pas mal. Ça pousse bien. On prend des vitesses assez hautes. Rien à voir comme voiture. Rien à voir. Et non, là on prend du plaisir. La direction est franchement agréable. Je trouve ça assez bluffant. Les réaccélérations. Et B. Alors je m'attendais pas du tout à ça. En fait, en la prenant et en roulant en mode normal, il n'y avait pas du tout ce plaisir de conduite. Le mode dynamique change cette voiture, mais du tout au tout. On a vraiment envie de l'emmener fort presque. Ouh, et un petit peu en glisse. Ok, j'aime beaucoup. Là, c'est devenu sympa. Là, c'est une voiture qui m'excite un petit peu. Parce que quand je repasse en mode N, donc le mode normal du DNA, bah, ça n'a plus rien à voir. La direction n'a rien à voir, même si on garde quand même une voiture assez vive. Mais la suspension se ramollit. Waouh! Ah, j'ai beaucoup aimé. Puis on peut se refaire un petit 0 à 100. Mode dynamique. Allez. Ok. Ça pousse un peu plus. Et 100. Alors, au début, la première, ça va pas du tout être sportif. J'ai essayé, mais je pense pas qu'il y ait de launch control là-dessus. Puis à fond sur le frein. On peut le faire comme ça. Mais je pense pas que la transmission même, parce que c'est pas un vrai launch control, et 100. Si on accélère, c'est vraiment un départ tranquille. Ça vous emmène, c'est agréable. Et ensuite, à partir de 15-20 km/h, ça commence à pousser. Le turbo souffle. Là, ça devient intéressant. Il n'y a pas de réel launch control dessus. On peut le faire en appuyant un peu sur le pied sur le frein et en chargeant un peu le turbo. Et là, ça part plus vite. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Allez, je vais repasser en mode N ou même en mode A, qui va gérer tranquillement. Et après, je peux quand même me durcir la suspension, il me semble, en mode N. Ah non, ça passe la suspension dure seulement en mode dynamique. Par contre, je peux passer en mode dynamique et dire suspension molle, mais je peux pas être en mode normal avec une suspension ferme. Bon alors, j'avais réinitialisé les compteurs de consommation après avoir fait le test en dynamique, et on a fait que de la route à 80, traverser des petits villages et autres dans la Champagne ici. Là on retourne vers Reims, moyenne à 8 litres d'eau. Voilà, pour vous donner les stats. Et donc là j'arrive sur le péage, on va faire de l'autoroute, on va voir ce que ça donne, mais également je vais réinitialiser donc mon trip B, comme ça autoroute, je vais vous donner les consos sur autoroute à 130 km/h. Hop, ici j'ai mon télépéage. C'est bon, ça s'ouvre. Allez, c'est parti. Autoroute en direction de Reims. Normalement c'est ça, exactement. Donc compteur remis à 0, on va voir ce que ça donne. Et en même temps, je vous fais le petit test sur autoroute, voir un petit peu les bruits, comment c'est isolé. Bon, un virage toujours top. La voiture, elle reste bien à plat et surtout moi je suis hyper bien maintenu dans mes sièges. Allez, on relance. On va aller se mettre à 130 tout de suite. Régulateur, 130 km/h. C'est parti. Donc là, enfin, ma conduite de niveau 2 s'active parce que
ça marchait pas du tout sur les petites routes. Alors ça c'est vraiment dommage. Il faut vraiment 2 belles lignes ou être sur autoroute de cette façon. Ça se désactive quand on met le clignotant. Ensuite il faut pouvoir mettre dans la voie et là ça se réactive. Et il a reperdu la voie. Ça marche pas si bien que ça, la conduite de niveau 2. Là par exemple il me redétecte toujours pas les lignes. Allez, je redouble. 130 km/h. Alors ce qui est bien c'est que j'ai mon contour. Je suis sur la 8e vitesse. Je suis un petit peu en dessous de 2000 tours. Je dois être à 1900-1950 tours minute. Il y a du bruit du vent, un petit peu, ce qui est normal. Le moteur, je l'entends pas tant que ça. Un peu de bruit de roulement, mais en plus on a des pneus neige, donc ça fait forcément un petit peu plus de bruit que des pneus toute saison. C'est pas mal. Alors, je viens de découvrir un truc sur la conduite de niveau 2. C'est la seule voiture qui le fait. J'ai jamais vu ça avant. Dès que je lâche le volant, il passe en orange. Il me dit retiens le volant. Donc c'est un volant capacitif, ça veut dire on a juste besoin de le toucher pour que ça fonctionne. Mais à partir du moment où je le lâche, il se met tout de suite en orange. Donc ça veut dire que si je lâche le volant vraiment, pas contente la voiture. Donc là, c'est bon, ça fonctionne nickel. Quand je double la voiture, c'est qu'il y a du monde sur le côté ou devant. Pas mal. Et là, donc ça fonctionne. Mais dès que je lâche, il se met en orange. Il me dit reprends-moi tout de suite, vite, j'ai pas le temps. Plutôt intéressant, parce que d'un côté, c'est vrai qu'en France, on est obligé de laisser les mains sur le volant. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal. Ça vous rappelle de dire, bah non, tu laisses toujours les mains sur le volant. Et comme il est capacitif, on a juste à laisser poser sa main et ça roule plutôt bien. Là, ça fonctionne. Allez, il y a un péage. Pour le moment, ça consomme quand même pas mal, hein, moyenne à 12,8 litres. Bon alors, après avoir fait le petit bout d'autoroute, moyenne à 11,6 litres, ça consomme quand même un petit peu. Ah bon, après on a quand même de gros pneus, une grosse voiture, un moteur avec un petit peu de puissance, mais pour un 2 litres, ouais, c'est quand même plutôt gourmand. Bon, au final, ce Stelvio, qu'est-ce que ça donne? Bon, voiture hein, toujours sympa, elle n'a pas vraiment évolué, juste un nouveau compteur, des nouveaux feux. Bon, ça reste plutôt bien. J'avais pas essayé beaucoup d'alpha avant la Tonale et la 4C. J'avais essayé la Giulia en quadrifolio au tout début de la chaîne. Ça, c'était vraiment très excitant, mais je crois que ça fait 4 ans que j'avais pas essayé d'alpha depuis avant la Tonale. Et bah, j'avoue que c'est des voitures sympas. Il y a un vrai plaisir de conduite. Dommage ces pneus là parce que bah, c'est des pneus neige, mais je pense qu'avec les bons pneus, vous mettez quelque chose qui agrée bien la route, ça doit être vraiment très agréable. Il y a de la puissance, il y a du couple, il y a un châssis bien, une direction qui est plaisante. On a envie de l'emmener de façon dynamique. Et quand on est de façon plus cool, malgré le fait qu'on ait des grandes jantes, des fois ça tape un peu sur certains défauts. Les grandes jantes, je vous le conseille si vous aimez bien rouler de façon dynamique et que ce soit ferme. Sinon, des jantes un petit peu plus petites pour un peu plus de confort, ça peut être un avantage également. Sinon, bah, pas mal. Au niveau de la consommation, effectivement, ça consomme pas mal, hein, comme on a pu le voir, même sur les petites routes ou sur autoroute. J'aurais bien aimé peut-être quelque chose d'un petit peu plus économique et peut-être au moins une hybridation 48 volts. Bon, ils ne l'ont pas fait parce que ça date depuis 2018, en fait, cette motorisation, ce châssis et autres. Peut-être pour la prochaine version, lorsque ce sera vraiment le nouveau modèle, là c'est juste un petit lifting, restylage au niveau de la calandre et des feux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, c'est un véhicule qui vous intéresse? Et si oui, dans quelle motorisation vous le prendriez? Bon, je pense que peu d'entre vous prendront cette version 280, même si c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment cool. Mais le malus fait assez mal en France. Beaucoup se vendront sûrement en diesel. À mon avis, la version 160 chevaux. Ou peut-être la deuxième à 210 chevaux qui peut être un petit peu plus sympa, un peu plus coupleuse. Après, c'est juste une cartographie hein, qui est refaite. Sinon, c'est exactement la même base entre la 160 et la 210. Bon, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, comme la voiture. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. S'il y a d'autres véhicules que vous voulez que j'essaye, n'hésitez pas à me le dire. Puis, on essaye de faire tout ce qui roule. Allez, à bientôt. Puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour qu'on arrive bientôt à 100 000. Ciao.